Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Jocelyne Berger n'arrivait pas à trouver le sommeil. C'était une nuit de pleine lune. Il y avait du vent, de l'orage, de l'électricité dans l'air. Les branches des arbustes tapaient contre les volets et Jocelyne finit par allumer sa lampe de chevet pour essayer de lire et surtout calmer ses angoisses. Tout à coup, le vent se mit à souffler avec plus de violence encore et un volet cogna fort contre le mur. Pourtant, Jocelyne se souvenait d'avoir soigneusement fermé toutes les issues. C'est ce qu'elle faisait chaque fois qu'elle se trouvait toute seule dans sa maison de campagne. Le bruit se fit entendre à nouveau. Tous ses sens étant en alerte, Jocelyne réalisa soudain que ça ne venait pas d'un volet, mais de la porte d'entrée. Oui, on aurait dit que quelqu'un cognait de toutes ses forces contre la porte. Jocelyne, le cœur battant, se glissa hors du lit, enfila son peignoir, sortit de la chambre et resta figée en haut de l'escalier. Qui pouvait frapper à sa porte à 4 heures du matin, par une nuit de pleine lune? Tout à coup, il lui sembla entendre une voix. C'était une voix de femme qui criait « Au secours, ouvrez-moi, je vous en prie !» Jocelyne descendit l'escalier, s'approcha de la porte d'entrée et demanda « Qui est là ?» La voix répondit « J'ai été agressée dans la forêt près d'ici. Ouvrez-moi, je vous en prie. » La voix était brisée, implorante. Sans hésitation, Jocelyne ouvrit la porte. Une jeune fille était là, tremblant de froid, à moitié nue, exténuée, hagarde, ruisselante de pluie et de larmes. À travers ses sanglots, Jocelyne Berger comprit que la jeune fille avait été agressée et violée par 3 individus qui avaient pris la fuite. Après avoir servi une boisson chaude et enveloppé la malheureuse dans une couverture, Jocelyne téléphona à la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, l'adjudant-chef Aubin et le gendarme Dijon sont sur les lieux. Prévenu par le commandant de compagnie, je les rejoins immédiatement accompagné du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, et du maître chien Campan, flanqué de son fidèle Roxy. Il m'est très difficile de recevoir la déposition de la jeune fille qui semble fortement traumatisée. Elle s'appelle Agnès Champeau. Elle a 18 ans. Avec bien du mal, je réussis néanmoins à comprendre ce qui s'est passé. Après avoir quitté des amis avec lesquels elle était allée au cinéma à Chaumont ce samedi soir 30 mars, elle a voulu rentrer chez ses parents à bord de sa voiture, une Clio de marque Renault. Il était environ 1h30 du matin, et la rue Jean Jaurès qu'elle venait d'emprunter était vide de toute circulation quand, arrivée à hauteur de la cité Magellan, une zone sinistre et mal éclairée, elle s'était arrêtée au feu qui venait de passer au rouge. Brutalement, la portière gauche de la Clio s'était ouverte. Un homme armé d'un pistolet l'avait bousculée, prenant sa place au volant, tandis que 2 autres individus s'engouffraient par la porte droite. D'une voix à peine audible, Agnès Champeau raconte que la voiture a démarré en trombe, prenant la direction du nord, traversant un village déserté, s'immobilisant dans un chemin creux, en plein bois, après avoir parcouru une dizaine de kilomètres.
Sous la menace d'un pistolet et d'un couteau, les 3 hommes l'ont obligé à se dévêtir et l'ont violé à tour de rôle. Au moment de repartir, ces ignobles individus constatent que la voiture est embourbée. Alors ils s'enfuient, abandonnant la jeune fille qui, errant dans la nuit, finira par frapper à la porte de Jocelyne Berger. Dès les premières constatations, nous nous rendons compte qu'il n'y a aucun indice exploitable. Dès l'aube, la pluie qui s'est remise à tomber rend le chien inefficace et brouille les éventuelles empreintes sur la carrosserie de la Clio. Néanmoins, la voiture est passée au peigne fin au cas où l'on trouverait un indice. Tous les objets découverts dans le véhicule sont saisis et présentés à Agnès Champeau, sans résultat. Un ratissage est organisé dans le bois où a eu lieu le viol. À 500 mètres de l'endroit où on a retrouvé la voiture, on découvre une chaussette de nylon noir trouée, malheureusement sans intérêt. Je continue d'interroger Agnès Champeau, dont l'attitude me semble de plus en plus étrange. En effet, on dirait qu'elle ne veut pas coopérer. Elle se fige dans un mutisme inquiétant. J'essaie de la raisonner. Voyons, mademoiselle Champeau, je comprends que vous répugniez à parler de ce qui vous est arrivé, mais croyez bien que nous ne voulons que retrouver au plus vite ces monstres. Ils doivent être arrêtés, jugés pour le mal qu'ils vous ont fait, et mis hors d'état de recommencer un acte aussi ignoble. Agnès Champeau reste prostrée et répond évasivement aux questions que je lui pose. J'ai fait venir de Chaumont une jeune femme gendarme, Françoise Arena, car je comprends qu'il est difficile pour Agnès de se confier à un homme après les heures traumatisantes qu'elle a vécues. Malheureusement, Françoise Arena n'obtient pas plus de résultats que moi. Agnès ne veut plus rien dire. Son silence est tel que je m'interroge. Serait-il possible qu'elle nous ait mystifiés ? Après tout, elle n'a que 18 ans, peut-être s'est-elle rendue samedi soir dans les bois en galante compagnie et prise de panique à l'idée d'avouer à ses parents que sa voiture est embourbée en un lieu où elle n'était pas supposée se rendre. Elle a inventé de toutes pièces cette histoire de viol. Pas un indice, pas une empreinte à l'intérieur de la voiture, et la visite médicale à laquelle elle se soumet n'apporte aucun élément nouveau. Comment savoir ce qui se passe dans la tête de la jeune fille ? Je décide de la mettre au pied du mur et de lui faire part de mes doutes. Mademoiselle Champeau, je vous avoue que je regrette que vous ne soyez pas plus coopérative. Nous allons vraisemblablement arrêter là notre enquête, faute de preuves que vous ayez bien été violée. Et comme vous refusez de parler, de décrire au moins l'un des hommes qui vous ont agressé, j'ai fini même par me demander si toute cette histoire est vraie. Après tout, vous avez peut-être vous-même embourbé votre voiture et, pour ne pas que vos parents vous grondent, vous avez imaginé toute cette histoire. La réaction ne se fait pas attendre. Agnès Champeau semble se réveiller. « Croyez ce que vous voulez, monsieur. Après tout, moi je sais ce que j'ai souffert. C'est vrai, je n'ai rien vu. 3 hommes masqués de noir, habillés de noir, comment voulez-vous que je les décrive ? Si vous voulez des détails croustillants, retrouvez mes agresseurs, monsieur. Eux sauront vous en donner des détails. Moi je ne dis rien. Si je ne dis rien, c'est que je ne sais rien. Classez l'affaire si ça vous chante, monsieur. Pour moi, tout ce que je souhaite, c'est oublier le plus vite possible. Je me sens un peu honteux face aux accents de sincérité de la jeune fille. La jeune femme gendarme, Françoise Arena, me met en garde. Dans une affaire de viol, il faut savoir tenir compte de l'état de choc de la victime, en faisant preuve de patience. Si la jeune fille reste évasive, c'est par pudeur, bien sûr. Il m'arrive souvent d'être maladroit avec les femmes, mais cette fois, je me suis surpassé. Plus par routine que par conviction, dans l'après-midi, le chef Beauvais reprend ses recherches d'indices dans la voiture. Comme c'est un perfectionniste, pour arriver le mieux possible à relever des empreintes éventuelles, il démonte les sièges avant de la Clio.
Coincé entre le rail de réglage et les tapis caoutchoutés, le chef Beauvais trouve un briquet publicitaire de la marque Diamélite qu'il va rendre à Agnès Champeau. Pour la première fois depuis le début de cette enquête, la jeune fille est formelle. Ce briquet ne lui appartient pas. C'est notre seul indice. Il semble un peu mince, c'est vrai, mais nous devons entreprendre toutes les recherches possibles pour faire avancer l'enquête. Agnès Champeau, qui persiste dans ses affirmations, a-t-elle dit la vérité? Si oui, qui sont les auteurs de l'odieuse agression dont elle a été la malheureuse victime? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Par une nuit de pleine lune, sous un violent orage, une jeune fille frappe à la porte d'une maison de campagne isolée. Elle prétend avoir été agressée et violée par 3 hommes masqués qui sont montés à bord de sa voiture et l'ont emmenée en forêt. Le véhicule étant embourbé dans un chemin creux, les 3 voyous, leur acte odieux accompli, ont pris la fuite. Tout au long de l'enquête, la victime, Agnès Champeau, 18 ans, reste enfermée dans un mutisme inquiétant et ne semble pas vouloir coopérer. Le seul indice que mes gendarmes ont trouvé dans la voiture est un briquet publicitaire qui n'appartient pas à la jeune fille. Appartiendrait-il à l'un des voyous? Le lundi matin, je décide de me rendre à l'endroit où Agnès Champeau prétend avoir été agressée. La cité Magellan est vraiment ce que l'on peut faire de pire dans le genre cité à haut risque. Le lieu est sale, sinistre, sans âme, misérable. Un groupe de jeunes est assis aux abords de la cité sur le gazon, sur l'herbe rare de ce qui a peut-être été un jour une pelouse. Nous nous dirigeons vers la loge du gardien qui, en nous écoutant, hoche tristement la tête. « Oh, vous savez, ici, c'est la zone. Il se passe pas un jour sans qu'il y ait une agression, un vol de sac, une bagarre, quoi. Ça devient dangereux d'habiter la cité. Maintenant, vous me dites qu'il y a eu un viol, mon Dieu. Plus rien ne m'étonne. » Je lui demande s'il soupçonne quelqu'un en particulier. Encore une fois, il soupire. Ici, les jeunes y sont désœuvrés, n'est-ce pas? Ceux qui sont en âge de travailler sont au chômage et les autres, ils vont même pas à l'école parce qu'ils disent qu'à la sortie, ils seront chômeurs eux aussi. Alors, ils traînent, ils volent, ils boivent de la bière. Il suffit qu'ils aient bu une canette de trop samedi soir et puis voilà. Ils sont désespérés, comprenez? Ils respectent plus rien. Qu'est-ce que vous voulez? Mais non, moi je soupçonne personne, mais ce qui s'est passé, mon commandant, je crois qu'ici, ils en sont tous capables. Malgré la bonne volonté du gardien, il ne nous reste plus qu'à faire du porte-à-porte dans la cité. Nous sortons dans le hall. C'est à ce moment-là que le gardien revient vers nous. Réflexion faite, mon commandant. Devriez aller voir l'escalier C au 5e étage. Il y a un fou obsédé sexuel et puis très violent. C'est peut-être bien lui qui a fait le coup. Il s'appelle Frogère. Et je vous ai rien dit, hein? Nous prenons donc l'escalier C et nous montons au 5e dans un ascenseur qui ressemble davantage à un cachot qu'à un ascenseur. Nous frappons à la porte du dénommé Frogère qui nous ouvre mais qui refuse de nous laisser entrer, ou qui refuse même de répondre à nos questions. Il prétend n'avoir rien à nous dire. Qu'à cela ne tienne, avec l'aide des hommes qui m'accompagnent, je le fais emmener de force à la brigade, où il nous fait tout un numéro. Je répondrai aux questions qu'en présence de mon avocat. Je clame mon innocence avec vigueur jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est une bavure. Ben, je sais bien ce que vous allez me faire. Vous allez me frapper lâchement alors que j'ai rien à me reprocher. Vous êtes des SS, des tortionnaires. Vous aurez ma mort sur la conscience. Frogère pousse des hurlements tels que on ne s'entend plus et qu'il est
pratiquement impossible de procéder à son interrogatoire. Ce n'est qu'au bout de quelques heures, alors qu'il est en proie à une crise de nerfs et qu'il se met à sangloter comme un enfant, que j'arrive à me faire entendre de lui. « Monsieur Fougère, je n'ai pas du tout l'intention de vous frapper, ni de vous accuser d'un crime que vous n'auriez pas commis. Je voudrais simplement que vous me disiez où vous étiez samedi soir. Ça n'est pas compliqué tout de même. » C'est à cet instant que je me rends compte que le dénommé Fougère est vraiment très laid. Il ressemble à un énorme crapaud étalé par terre et qui se répand sans retenue. Il me regarde, reste soudain bouche bée, et finit par répondre. « Samedi soir? Mais j'étais à la Scala comme tous les samedis soirs. Je suis resté au bar toute la journée, le garçon pourra confirmer. Je suis resté jusqu'à 3 heures du matin. » Mais c'est tout ce que je voulais savoir, monsieur Fougère. C'est tout ce que je voulais savoir. Nous allons vérifier votre alibi et vous serez libre. Le personnel de la Scala ayant confirmé les dires du dénommé Fougère, je le laissais sortir. « Monsieur Fougère, vous remarquerez que vous sortez sans fracture et sans ecchymose, n'est-ce pas ?» Ce détraqué nous ayant fait perdre pas mal de temps, nous devons retourner du côté de la cité Magellan. Je sens que là-bas se trouve la solution. Mais tout à coup, mon adjoint, le major Morsan, m'apprend que l'enquête vient enfin de prendre un tour nouveau. En effet, la direction de la maison Diamélite à Paris nous fait savoir que le briquet découvert dans la voiture d'Agnès Champeau, et dont on a transmis la description la veille, correspond à une série qui n'a pas encore été distribuée dans le public. Ils ont été expédiés aux seuls représentants régionaux de la marque en prévision d'une campagne publicitaire. Je fais donc immédiatement rechercher le représentant régional de la marque Diamélite. Une fois celui-ci identifié, je le fais convoquer d'urgence à mon bureau. Il me déclare avoir été victime d'un vol dans sa voiture le 21 mars dernier. On lui aurait dérobé tout un stock de briquets publicitaires. S'il n'a pas porté plainte, c'est que les briquets n'ont pas une grande valeur. Il ajoute que sa voiture était alors stationnée à proximité de la cité Magellan, à Chaumont. Une fois de plus, nous en revenons à la cité Magellan. Après une enquête discrète mais minutieuse, le représentant est rapidement mis hors de cause. Le 2 avril, je concentre mon enquête plus particulièrement sur cette cité Magellan. Il faut tout mettre en œuvre pour retrouver les voleurs du stock de briquets, car ils devraient théoriquement nous conduire aux violeurs, et il faut que tout aille très vite. Je demande donc le concours des gendarmes de toutes les brigades de Chaumont et je propose un stratagème très simple. Ils n'auront qu'à demander du feu à toutes les personnes qu'ils rencontreront au cours des services et des enquêtes. Vers 17 heures, 2 de mes hommes, parmi d'autres, qui passent la cité Magellan au peigne fin, questionnent les locataires palier par palier. Le jeune homme qu'ils interrogent est sympathique et n'a vraiment pas une tête de violeur. Une fois son audition terminée, les gendarmes le remercient d'avoir spontanément et aimablement répondu à toutes leurs questions. Ils lui offrent une cigarette et lui demandent du feu. Le garçon ne fume pas, mais il appelle son tout jeune frère, âgé de 11 ans, qui se précipite avec à la main un briquet de la marque Diamélite. Immédiatement, le gendarme reconnaît le briquet et demande au gamin où il se l'est procuré. C'est un copain qui lui en a fait cadeau. Dans les minutes qui suivent, informé par radio, je rejoins mes hommes et nous sonnons à la porte de Stéphane, le fameux copain qui a donné le briquet. Stéphane a 17 ans environ. Il tremble de tous ses membres quand je lui demande où il a trouvé le briquet Diamélite. « Je l'ai trouvé, c'est tout. »« Oui, non, mais bien sûr. Mais tu l'as trouvé où ?»« Ça, je peux pas le dire. » Arrête de faire le malin, Stéphane, parce que si tu me dis pas où tu as trouvé ce briquet, je te mets en prison. Je l'ai trouvé dans une voiture. Mais tu l'as volé dans une voiture, n'est-ce pas? Si vous voulez. Non, c'est pas si je veux, Stéphane.
Tu as volé toute une cargaison de briquets dans la voiture du représentant Diamélite, hein? Bon. Et ensuite, qu'est-ce que tu en as fait de ces briquets? Ben, j'en ai rien fait, monsieur. Je pouvais pas les vendre, des trucs publicitaires comme ça. Alors je les ai donnés aux copains. Ah. À quel copain? Allez, donne-moi la liste des garçons à qui tu as offert ces briquets. Et péniblement, Stéphane énumère ceux à qui il a fait cadeau d'un briquet de marque Diamélite. Il va nous falloir enquêter sur chacun des jeunes gens en question. Ça prendra certainement beaucoup de temps, mais je suis sûr que parmi eux se cachent les 3 violeurs. Tout à coup, Jérôme, le frère aîné de Stéphane, entre dans l'appartement. Il semble inquiet. Notre présence, sans doute. Stéphane, et à ton frère, là... Tu as donné un briquet aussi? Bien sûr, monsieur. Ah. Jérôme a 23 ans. Il est grand, costaud, vêtu d'un blouson de cuir noir. C'est peut-être l'un de ceux que nous recherchons. Je le prie de bien vouloir nous accompagner à la gendarmerie, où, pendant 1 heure, je l'interroge sans relâche. À la question traditionnelle « Où étiez-vous samedi soir ?» il se trouble. Tant et si bien que l'interrogatoire est de plus en plus serré. Je sens que le dénouement est proche. Quand, pour la 2e fois, je lui demande ce qu'il a fait samedi soir, Jérôme reste très évasif. « J'étais avec mes potes. » « Jérôme, qui sont vos potes? » Gérard et Manu. Bien. Jérôme, où étiez-vous samedi soir avec vos potes Gérard et Manu? Par-ci, par-là, on a traîné, quoi. Je finis enfin par savoir qui sont Gérard et Manu. 1 heure plus tard, ils sont là, eux aussi, dans mon bureau. Mais je les interroge séparément. Je commence par Manu. Manu, je viens de parler avec Jérôme. Alors racontez-moi, dans les bois, là, quand vous vous êtes aperçu que la voiture s'était embourbée, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Vous avez tué la fille? Oh non, on l'a pas tuée. On l'a laissée dans la voiture, on l'a pas tuée. Oui, vous l'avez laissée dans la voiture après l'avoir violée. Hein? Oui, d'accord. Mais on l'a pas tuée. Mais vous l'avez violée. Tous les 3. Jérôme, Gérard et vous, Manu, n'est-ce pas? Oui. Jérôme et Gérard finiront par avouer à leur tour leur participation au viol d'Agnès Champeau, qui, Dieu merci, était bien vivante. Jérôme ne s'était même pas aperçu qu'il avait perdu son briquet, tout simplement parce que la poche de son blouson était trouée. En 3 jours, l'enquête était terminée, les auteurs du viol arrêtés, tout cela grâce ou à cause d'une poche trouée. Il suffit parfois de peu de choses pour retrouver un coupable. C'est peut-être ça que l'on appelle la justice immanente. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.